Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous chers frères. Bonjour à tous chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, mais également professeur de finance. Voilà. Et je suis en direct aujourd'hui. C'est rare, voilà. Mais je suis en direct. Je vous prie de me donner un coup de main pour partager. J'essaie de le faire rapidement. Partager dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Telegram, dans tous les groupes des combattants, dans tous les groupes de la diaspora, mais également dans tous les groupes des Camerounais. Voilà, on va essayer de faire un décryptage de l'élection présidentielle qui a eu lieu au Cameroun. Voilà, donc on va en parler. On va en parler. On va en parler. Voilà. Donc, nous allons essayer de faire une analyse de cette élection. C'est une élection singulière dans l'histoire du Cameroun qui a en commun ce que nous avons déjà vu par le passé avec les précédentes élections, mais qui est assez singulière. Singulière par le fait que on a assisté à un énième hold-up, mais sauf que ce hold-up-ci, il n'est pas bien, il est mal ficelé et donc l'opinion publique, tant au Cameroun qu'à l'international, est au courant et nous allons essayer de décrypter ça. Voilà. Donc, un instant, j'ai fini de partager dans les groupes. Tellement. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je m'arrête là. Donc, comme je disais, nous allons parler de l'élection présidentielle en ce moment qui a eu lieu au Cameroun. L'élection qui a eu lieu le 12 octobre 2025 au Cameroun. Donc, le décryptage de cette élection présidentielle. Voilà, donc, exprimez-vous dans la courtoisie, hein, s'il vous plaît, dans la courtoisie. Exprimez-vous dans le chat. Permettez que j'écrive là dans le chat. Aidez-nous à partager. Aidez-nous à... Un instant. Un instant. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est fait. Ok. Donc, comme je disais, le Cameroun a eu le 12 octobre, dont les Camerounais se sont rendus aux urnes pour élire un chef d'État. Les Camerounais ont donc voté. Donc déjà, le contexte de l'élection. Le contexte de l'élection, c'est un contexte où la candidature de Maurice Kamto, qui avait gagné la précédente élection, qui lui a été volée par le hold-up, la violence, l'usage de la force pour s'imposer, etc. Ça avait plongé le Cameroun dans 5 ans de contestation, disons 3 ou 4 ans de contestation du hold-up électoral. Et donc vous avez vu dans la diaspora, il y avait des activistes qui avaient posé des actions, le Game Over, qui avait marché, bonjour Jean, donc qui avait marché pour protester contre ce qui s'était passé dans notre pays. Et donc on s'attendait à ce que en 2000, vu le contexte africain, on s'attendait à ce que les élections soient plus ou moins paisibles au Cameroun. La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont invalidé la candidature de Maurice Kamto. Ils ont dit qu'il ne pourrait pas être candidat. Alors qu'on connaît beaucoup de candidats qui ont été investis par d'autres partis sans problème. Iodi a été investi par le parti d'Emi Emilien à Tangana.
Bougahab a été investi par un parti à Bafan, là. Akeremoun a été investi par Univers. Mais quand c'est arrivé sur Maurice Kamto, c'est calé. Donc, ils ont dit que voilà, il ne peut pas être investi. Donc, ça s'est arrêté là. OK. Donc, quand il ne peut pas être investi, je pense qu'une coalition, parce que ça démontre le désir de changement qu'avaient les Camerounais, un gros désir de changement. Une coalition de la société civile, donc amenée par différents acteurs, Anissé Ekane, Ndjekam Tchameni, Alice Com, et beaucoup d'autres, donc se sont mis ensemble pour investir, pour signer un accord avec Issa Chiroma. Un accord qui prévoit une transition de 3 à 5 ans pour remettre sur pied les institutions, parce que les institutions chez nous ne fonctionnent pas. Hein, quand on dit les institutions dans un pays, ça peut être le Conseil constitutionnel, ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être l'exécutif, le gouvernement, la Cour suprême, le Conseil économique et social, etc. On voit que ça ne fonctionne pas. Prenez, si je mens, prenez Ayan Luc, le président du Conseil économique et social. Vous n'avez jamais lu aucun rapport émanant du Conseil économique et social. Ce monsieur est là depuis 43 ans, je ne sais pas, peut-être environ, et il s'est éteint sans que ça ne fasse aucun bruit dans la République. Le Sénat, vous-même pouvez voir régulièrement dans quel état se trouve Nyadi Fendi. C'est à peine 6 marches. Donc, Donc, il y avait un accord pour réhabiliter les institutions. Pour essayer de pacifier le Cameroun, quand on sait qu'on a l'ancien président Aïdjo, son épouse et sa fille qui sont morts et enterrés au Sénégal, c'est une honte pour nous, shameful. Mais également la possibilité de rapatrier la dépouille d'Aïdjo, mais également aussi d'offrir une sépulture digne de ce nom à Ernest Ouandje, Osende Afana, Félix Moumier, etc., qui sont les pères fondateurs de notre pays et qui ont été morts et assassinés dans des conditions lâches et dont les dépouilles sont encore à l'étranger. Donc, de régler la crise anglophone, avec un Cameroun aujourd'hui qui est divisé en deux, il y a même plus que deux désormais, donc régler la crise anglophone, tout ça, donc ça a mis, donc c'est un programme qui a été fait pour opérer une transition qui permet de remettre à pied la politique, les institutions, l'économie, la dette, etc. Bref, beaucoup de choses. Je renvoie ceux qui peuvent aller lire l'accord qui avait été signé entre Issa Chiroma, donc qui a donné Union pour le changement, donc UPC 2025, Union pour le changement 2025. Donc, cet accord a été signé et cet accord si je puis dire, a été le socle sur lequel s'est bâtie la victoire de Issa Chiroma. Parce qu'avec cet accord, les responsables politiques de notre pays ont réussi à convaincre la population, voilà, etc. Bon. Parlons maintenant de la candidature de Issa Chiroma et la candidature de Paul Biya. D'un côté, on a vu Paul Biya qui est sorti, qui ne s'est pas rendu au Conseil constitutionnel ni pour déposer sa candidature, qui a été représenté. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais je pense que la loi demande aux candidats d'être présents en personne. En tout cas, des 12 candidats, c'est le seul qui ne s'est pas présenté au Conseil constitutionnel. Donc, deuxièmement, c'est le seul qui n'a pas convoqué le congrès de son parti pour entériner sa candidature. Je ne sais pas non plus tout ce que disent les statuts du RDPC, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que c'est le seul qui n'a pas convoqué le congrès, alors que les précédentes élections, il avait convoqué son congrès. Ce qui a d'ailleurs fait dire à l'opinion publique que c'est une candidature de Chantal Biya et de son copain Ferdinand Ngongo, parce qu'ils aimeraient durer le plus longtemps, que leur romance dure le plus longtemps au pouvoir, tant que Paul Biya est vivant. Donc c'est eux qui dirigent après le pays. Donc, et Paul Biya s'est rendu avec sa nounou, comme on dit, à Maroua pour faire campagne. La campagne, tout le monde a vu. C'est un meeting qui a duré moins d'une heure. Enfin, il a pris une parole pour quelques minutes et il est reparti à Yaoundé. Voilà. En revanche, du côté de Issa Chiroma, nous avons vu un candidat qui a fait une campagne politique avec beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Beaucoup d'expérience.
avait beaucoup d'expérience. Un langage modéré, un langage posé. Il a évité les pièges dans lesquels tombent souvent les politiques chez nous, le tribalisme, la violence, etc. Il a fait campagne dans les zones anglophones. Il est revenu sur les phrases qu'il avait dites au moment de la crise anglophone qui ont peut-être un peu choqué les anglophones. Et il s'est exprimé en disant, voilà, si j'ai dit telle chose qui vous a choqué, je vous prie de m'excuser, mais si je suis élu et installé, dans les quelques jours qui suivent mon élection, je vais libérer les prisonniers anglophones et nous allons mettre sur pied un dialogue inclusif pour essayer de résoudre les problèmes au Cameroun. Donc, il a dit ça et on a vu comment ça s'est passé. Donc, ça s'est passé à Bamenda. Maintenant, parlons du processus électoral. Le processus électoral, je vais dire que ça a commencé par Elekam, qui n'a pas publié la liste électorale. Et on sait maintenant pourquoi ils n'ont pas publié la liste électorale. Parce que je peux vous garantir que plus que jamais, dans cette élection, les statisticiens sont à l'œuvre dans la diaspora. Les gens travaillent beaucoup, ils collectionnent beaucoup les statistiques et ils les remontent à qui de droit, notamment à la France, à l'Élysée, à Emmanuel Macron, donc à son conseiller politique à l'Élysée. Il les remonte au département d'État ici, afin qu'on puisse désormais, si les prévenir, que prenez vos responsabilités, parce que si demain ça s'enflamme au Cameroun, il faudrait pas que vous vous dédouaniez, parce que vous le saviez. Et l'ECAM n'a pas publié la liste électorale au Cameroun, tout simplement parce que quand on regarde aujourd'hui les chiffres du Conseil constitutionnel et la liste de l'ECAM, on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel a augmenté de plus de 50%. C'est-à-dire que si, par exemple, dans l'Est, il y avait, je dis n'importe quoi, 300 000 inscrits, dans la région de l'Est, par exemple, je dis n'importe quoi, 500 000 inscrits, sous l'impulsion du Conseil constitutionnel, on a gonflé, on est passé de 500 000 inscrits à peut-être 800 000 inscrits. Des choses comme ça. Et donc, le supplément d'électeurs fictifs qu'on a créé, on a rempli les PV au niveau de la commission de recensement des votes en faveur de Paul Biya. C'est ce qui a permis d'inverser le score des élections. Donc vraiment, le processus électoral, si vous voulez, aujourd'hui, on a bien vu, on a une photographie claire du dysfonctionnement du processus électoral au Cameroun. Ça veut dire que quand on veut mettre en place le processus électoral, on voit très bien où ça ne fonctionne pas. D'abord, les idées qu'on avait dans le passé, elles sont toutes tombées. On nous disait, le RDPC, c'est le parti qui a une représentation nationale, il est présent partout. C'est pour ça qu'il gagne les élections. Je peux vous garantir que sur près de 20 000 PV que j'ai regardé, 20 000, le RDPC est absent dans environ 9 000 bureaux de vote. Absent, ça veut dire que le RDPC n'a pas de scrutateur qui a signé dans les bureaux de vote. Les vrais PV authentiques, ça veut dire que le PV est là, la photo du tableau est là, la vidéo du décompte est là. Hein? C'est ici pour moi le temps de saluer, de faire un big up à tous les gens de la société civile qui ont abattu un travail considérable. Ils ont abattu un travail considérable en regardant, en rassemblant le maximum d'évidence possible. Ça veut dire que les gens ne se contentaient pas seulement de signer le PV. Ils ont filmé la vidéo du décompte, ils ont filmé le tableau et ils ont joint le PV. Donc quand vous avez ça aujourd'hui, on a tous les moyens technologiques pour savoir l'endroit précis où une vidéo a été filmée, où une photo a été prise, etc. etc. Donc on a mis ça sur des plateformes qui sont des open, des plateformes ouvertes, où même les autorités françaises et tout pouvaient regarder et avec les moyens technologiques vérifier via Google Earth l'exactitude de où est-ce que le PV a été pris, sur quel endroit le PV a été pris, où il a été signé, etc. etc., etc., etc. Donc la fourberie, ça n'a pas marché trop de ce tour-ci là parce que les statisticiens ont fait beaucoup de travail. Le digital a eu un rôle très important. Donc le processus électoral, on a vu les dysfonctionnements. D'abord, le parti au pouvoir, contrairement à ce qu'il fait croire, il n'a pas les représentants partout dans les bureaux de vote. Ce n'est pas vrai. Ça, on a pu le vérifier le tour-ci. Moi-même, j'étais surpris. Moi-même, j'ai souvent cru que le RDPC avait les gens partout. Ce n'est pas vrai.
Simplement qu'il y a des endroits où l'opposition n'est pas, et même le RDPC n'est pas, et le responsable de l'ECAM qui est là, un élite l'appelle au téléphone, lui parle l'influence, peut-être lui donne de l'argent, et il fabrique les PV de manière, voilà. Donc on a vu ça. On a vu ça le processus électoral. Deuxièmement, on a compris pourquoi l'ECAM n'a pas publié les listes avant. C'était pour permettre au Conseil constitutionnel de gonfler le nombre de votants et d'ajuster les scores de Paul Biya. Ça, on a vu ça, on a toutes les évidences. Ça, ne vous gênez même pas. On a tout dit que aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui sont en train de travailler, écrire des livres, expliquer bien. Je ne vais pas donner plus d'informations parce que vous connaissez comment ils sont. Si vous donnez plus d'informations, ils vont chercher à retrouver ces gens-là pour les retourner avec l'argent pour qu'ils arrêtent l'écriture ou bien qu'ils ne sortent pas le livre. Donc, on a toutes ces évidences-là. On a les évidences des magouilles. C'est-à-dire que dans un arrondissement, dans une ville, dans un arrondissement, les gens votent. La première étape de la magouille, ce n'est même plus tellement bourrer les urnes parce que le tout, si les gens étaient sortis massivement, ils ont vu que bourrer les urnes, c'est dangereux. Ils ont transporté la fraude au niveau de la commission départementale. Donc, déjà, la commission départementale maquille les chiffres. Mais comme les gens étaient très vigilants, présents, ont veillé à la commission départementale, ils ont transporté la magouille maintenant à la commission nationale de recensement des votes. Et c'est là le cas de dire que les partis, il y a des partis voyous au Cameroun, le SDF, l'UNDP, l'UDC, le truc de Cabral Libéral, c'est quoi, le PCRN, etc., etc. Ça a été le plus grand endroit, on a vu la plus grosse magouille au monde. Là aussi, on a des preuves. On a des preuves. On a les enregistrements audio de tout ce qui s'est passé à la commission électorale. Donc, ce n'est pas le moment d'en parler, mais le moment venu, je pense qu'il y a la matière pour que les statisticiens, les politologues camerounais puissent écrire des livres et éclairer la lanterne des Camerounais pour les générations futures. Cela va sans doute permettre de corriger le processus électoral parce que, franchement, au Cameroun, ça n'a été que du banditisme électoral. Voilà, sur le processus électoral. Donc, il faut à l'avenir dissoudre le Conseil constitutionnel et le refaire. Ce qu'on a là, ce n'est pas un Conseil constitutionnel. C'est une chambre d'émargement pour quelques vieillards et tout et tout. Il faut dissoudre l'ECAM complètement et trouver le moyen soit de faire, parce que ça n'a pas de sens, soit de faire que le ministère de l'administration territoriale puisse organiser ça. On voit comment le ministère de l'Intérieur organise des élections au Sénégal. Nous pouvons aller nous inspirer de ce qui se passe dans les pays comme le Sénégal, mais dans tous les cas, changer ça. Donc le processus électoral. La participation du peuple camerounais, disons que la participation, si on prend en compte les anciennes statistiques de l'ECAM qui n'avaient pas mis à jour, le taux de participation était d'environ de 50%. Mais je doute fort de ce taux de participation de 50%, vu que les chiffres ont été gonflés pour pouvoir justifier l'arrivée de nouveaux électeurs qui auraient voté pour Biya. Donc, la participation a été de 50%. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens se sont abstenus, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens ont voté. Le digital aidant, beaucoup de gens ont conçu des applications qui ont permis d'aller sur le site de l'ECAM et de montrer aux gens très rapidement, à partir sur le téléphone portable, où se situait exactement leur bureau de vote, où est-ce qu'ils votaient. Donc, la société civile a abattu un travail considérable, vraiment big up, a abattu un travail considérable, très considérable même, dans l'information, dans le guide, l'orientation des personnes, pour qu'ils puissent se retrouver dans les salles, etc., etc. La société civile camerounaise a abattu un travail considérable. Ce qui a fait que les Camerounais ont participé, peut-être pas beaucoup, mais ils ont participé dans le sens de voter, surveiller le vote, hein, voter, mettre le bulletin dans l'urne, veiller toute la journée pour qu'il n'y ait pas de bourrage d'urne, et voter, et surveiller le vote, et surveiller le décompte. Ce qui très tôt a permis de voir les tendances qui ont donné Paul Biya battu. Vous avez vu, j'ai mis ça sur mon mur. Il a été battu dans tous les bureaux de vote de l'école de Moyomu Sala. Battu au quartier général, battu dans les casernes militaires, battu, parce que vous savez, les militaires votent dans les casernes. Battu partout, ça, il ne peut pas contester ça. Parce que c'est facile d'aller arrêter les enfants dans la rue et dire, oui, ils incitaient ce qu'on est en train de voir en ce moment. Mais j'aimerais que les policiers ou les gendarmes qui arrêtent les enfants là, aussi dans les casernes militaires, arrêter les militaires qui ont voté massivement contre Issa Chiroma. Je veux voir ça. Donc, Paul Biya a été battu. Le peuple camerounais a participé. Ils ont suivi le vote. Mais ils ont aussi participé dans le sens où ils ont créé des groupes
pour pouvoir informer les gens, pour pouvoir leur donner l'information sur où ils allaient voter, suivez le vote. Et par exemple, dans tel arrondissement, les gens étaient présents pour collecter les PV, etc. Ça se faisait arrondissement par arrondissement. Et c'est ce qui a fait que pour la première fois, on a un candidat, Issa Chiroma, qui a donné les PV tels que sortis des urnes. Il les a publiés, les PV tels que sortis des urnes, les résultats sortis des urnes. Il les a compilés sur une fiche et il a pu démontrer sa victoire. Ce qui fait qu'à l'heure où je fais cette vidéo, vous n'avez que le Gabon de Olingi Nguema qui, lui, on va s'occuper de lui ici, là, ce petit couillon-là. Il n'avait que le Gabon d'Olingi Nguema. Et Olingi Nguema, nous allons nous occuper de toi ici. Je te dis, tu vas voir, tu ne vas pas t'en sortir. Tu as affaire à la diaspora camerounaise. Tu vas sentir. Donc, vous n'avez que Olingi Nguema qui a adressé les félicitations à Kolbia. Mais sinon, vous n'avez personne d'autre en ce moment qui a adressé les félicitations à Kolbia. Donc, l'absence du RDPC. À propos de l'absence du RDPC, j'aimerais dire qu'on a été surpris de voir est-ce que c'est parce que ça a été toujours comme ça? Je ne sais pas. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le RDPC n'était pas présent dans tous les bureaux de vote. Ça, on a constaté ça. Le RDPC n'était pas présent dans tous les bureaux de vote. Ce n'est pas vrai. Le RDPC n'était même pas présent dans un tiers des bureaux de vote. Si vous regardez les PV sortis des urnes, vous pouvez aller sur le Google Drive de Issa Chiroma. Vous allez voir que le RDPC n'était pas présent dans un tiers des bureaux de vote. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Une vidéo comme ça, on l'a fait pour l'histoire. Parce qu'après, ceux qui sont là auront toujours le moyen de vouloir falsifier l'histoire. Ne sont pas présents dans un tiers des bureaux de vote. Est-ce que c'est parce que le RDPC a été mobilisé? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Je n'en sais rien. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Je n'en sais rien. Mais moi-même, j'ai été surpris de savoir que il n'y avait pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont mis pour regarder comme scrutateur du RDPC. Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive plus à rassembler? Je n'en sais pas. Mais ça a été surprenant. Le RDPC a été absent. Et on s'est aperçu qu'en l'absence du RDPC, c'est la fonction publique, ce sont les fonctionnaires qui ont pris le relais. Les sous-préfets, les préfets, les gens de l'ECAM qui sont souvent des fonctionnaires, les fonctionnaires locaux, l'administration locale et les élites locales. Mais sinon, le parti en tant que tel, avec son étiquette politique, on l'a senti complètement absent pendant les élections. Voilà. Ce qui fait dire certainement à Marie-Roger Bilois que beaucoup de gens dans le RDPC ont voté pour Issa Chiroma. Voilà. La stratégie électorale d'Issa Chiroma, oui, comme j'ai dit, Issa Chiroma a mené une campagne qui s'est étalée sur, donc il avait 3 mois pour battre campagne. Une fois, il a eu le génie, contrairement à Bello Bouba, qui lui n'a jamais été un opposant. Issa Chiroma a eu le génie de coaliser avec la société civile, de coaliser avec les partis de gauche de 1990 et de mettre le doigt sur ce qui préoccupe les Camerounais. D'abord, ce sont des solutions politiques. La réconciliation entre les Camerounais. Nous avons toujours les Oumniobe Wandi enterrés. Nous avons Aïdjo toujours enterré à l'étranger. Nous avons les gens qui ont subi 90, 2008 et même 1984. Il faut faire un grand dialogue pour régler ça. Deuxièmement, il faut un dialogue pour régler la crise anglophone. Donc, c'est là que Issa Chiroma s'est appesanti. Et la réforme des institutions. De la même manière que la remise sur pied de l'économie. Hein. Et après, on peut commencer à envisager les programmes pour commencer à développer le Cameroun. Donc, ils ont fait cette coalition-là. Et cette coalition-là, ça l'a mis comme le candidat qui portait l'alternance, d'abord d'une part, et puis le changement. Donc, il a été porté par une coalition de partis. Ce qui est intéressant, c'est que le discours de Issa Chiroma, dans les villes de Douala, dans les villes de Yaoundé, dans la partie septentrionale du pays, et surtout en zone anglophone, ont mobilisé un électorat autour de lui. Et ce qui m'a plu, et je l'avais d'ailleurs dit lors d'une émission sur Média de Africa, que les Camerounais aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'étranger, avec ce qui circule comme information sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de directs, où qu'ils regardent, ils sont éclairés, etc., ils comprennent.
Les Camerounais ont gagné en maturité et ils ont compris comment ça fonctionne le processus électoral. Donc, on a vu que pendant le processus, pendant les élections, les Camerounais sont massivement sortis pour aller voter. Non seulement ils ont voté, mais ils ont surveillé leur élection. Donc, la stratégie électorale d'Issa Chiroma, c'était simple. Hein, comme j'ai expliqué, c'est que ça m'amène au rôle du digital et de la statistique. Il avait à cœur de pouvoir démontrer sa victoire avec les preuves. Et il a pu le faire. Deuxièmement, il avait à cœur de pouvoir démontrer rapidement sa victoire de manière indiscutable. Je peux vous dire que le SharePoint là, tous les ambassades présentes au Cameroun sont allés dans ce SharePoint, dans ce Google Drive, regarder les résultats. Les ministères des Affaires étrangères des pays étrangers, les grandes ONG internationales, Freedom House, Open Society, etc., etc. Tous, Human Rights Watch, Amnesty International, ils ont les outils pour vérifier l'authenticité des documents. Donc, ils ont eu accès à ça. Ça, c'est un grand point que Issa Chiroma a marqué, qui va certainement pousser la France, qui soutient Paul Biya depuis longtemps, dans ses retranchements. Elle est dans ses retranchements. Je peux vous garantir qu'elle est acculée, elle est dans ses retranchements. Parce que Issa Chiroma a pu démontrer. D'abord, la campagne. Comment il a fait campagne? Je conseille aux gens, c'est parce que je suis sur Facebook, donc je ne peux pas partager l'écran, mais je conseille aux gens de regarder une application qu'on appelle JOM, J-M-P, JOM, J-M-P. C'est une application qu'on utilise pour l'enseignement des statistiques aux étudiants, donc on essaie de leur enseigner les statistiques descriptives. Donc, au lieu de bavarder beaucoup au tableau, dire la moyenne, tracer là, on les fait faire des cas pratiques sur JOM. Bon. Sur JOM, vous pouvez rentrer tous les électeurs de Elekam. On dit Elekam a 8 millions de personnes. Ok, vous rentrez les 8 millions d'électeurs. Et vous dites, sur les 8 millions d'électeurs, voici département par département, dites-moi, dites à JOM, dis-moi, quel département concentre 25% des électeurs? Bon, là, ça va te donner plusieurs cas de figure. 50% d'électeurs, là, ça peut te donner un ou deux cas de figure. 70% des électeurs ou 80% des électeurs, là, au maximum, ça te donne deux cas de figure. John va te dire, si tu prends tel département, plus tel département, plus tel département, plus tel département, par exemple, les 18 si, ça fait 80%. Si tu changes les 25 si, ça fait 80%. Les 20 si, ça fait 80%, etc., etc. Ça va te donner les cas de figure où tu concentres 80%. Si tu veux dire, John, dis-moi les 90% des électeurs se concentrent dans combien de départements? Ça va te dire, sur 58 départements, les 27 départements s'y concentrent 90% de l'électorat à cette élection, dans les chiffres de l'ECAM. Donc, Issa Chiroma a travaillé avec JOM, avec ses statisticiens sur JOM, JMP, je rappelle bien, JOM, ça veut dire JMP. Vous allez même sur Amazon, vous tapez JOM, vous voulez acheter, je crois que ça doit être $12 par mois, vous avez accès à JOM et vous pouvez faire toutes les études que vous voulez là-dessus. Voilà. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. On utilise ça pour les études de marché, on utilise ça dans la finance, dans le cas de manipulation des data, on utilise ça aussi pour l'élection. Hein. La technologie, je ne sais pas, si je vous ai montré, par exemple, moi je suis un cadre du Parti démocrate et je peux vous garantir que en tant que cadre du Parti démocrate, nous avons beaucoup de technologies pour travailler en période électorale. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez l'autre qui est là. Oh, je ne sais pas si vous voyez voir. J'essaie d'éviter que la lumière vous embrouille là. Voici ici l'application Minivan. Minivan. Tous ceux qui, par exemple, ont des responsabilités au Parti démocrate, en période d'élection, ils ont cette application-là. C'est une application qui vous permet de canvas, donc d'aller dehors, toquer les portes. On sait exactement qui il faut rencontrer, qui doit voter. Et au fur et à mesure que les gens votent, on le sait. Par exemple, demain, mardi prochain, c'est une soirée électorale aux États-Unis. Et c'est à partir de ça que sur la plateforme, on pourra rapidement savoir qui gagne. À 18 h, alors que les bureaux de vote ferment à 20 h,
on peut déjà savoir qui gagne ou qui perd à 18 heures. Voilà. Dans la technologie, il y a énormément de technologies. Les élections au Cameroun, on est seulement au début de l'introduction de la technologie dans le processus électoral au Cameroun. Donc, je dis ça pour les commissaires de police qui sont allés arrêter les enfants en disant que non, comme on vous a vu avec les PV, vous avez manipulé. Monsieur le commissaire, vous êtes en retard d'un siècle, et plus d'un siècle même. Et vous n'avez rien à faire, ce n'est pas avec la violence que vous avez. Je veux dire, rassurez-vous, à l'époque, il y avait la censure. Quand vous écriviez un article, vous censurez. Aujourd'hui, avec la technologie Facebook, on peut faire des directs, on peut faire des articles, vous n'avez plus le temps de censurer, les gens ne vous demandent pas. Voilà. Donc c'est pareil, progressivement, il y aura l'introduction de la technologie, c'est-à-dire que les prochaines élections, la technologie va encore monter d'un cran, il y aura beaucoup de choses, parce que dites-vous que les Camerounais pilotent les processus électoraux dans les pays comme les États-Unis, avec du matériel sophistiqué, dans les pays comme au Japon, dans les pays comme... Et il y a déjà des groupes de travail des Camerounais pour pouvoir transférer cette technologie électorale-là à des candidats ou des partis politiques qui se veulent sérieux, pas des bibendums avec leurs grosses bouches comme les Ouchoaochi, ou bien des vieux cyniques comme Bello Bouba, ou bien les Nkwagne, Libye, etc., etc. Mais si vous voulez, quand vous prenez l'application Jump, vous dites, je veux savoir quels sont les départements qui peuvent concentrer 80 à 85% des électeurs. John va vous donner la liste des départements en fonction des chiffres qu'il a dans la base de données. Et c'est ce que les Issa Chevron ont fait. Et très rapidement, ça permettait de voir que 18 départements concentrent 80% des suffrages. 18 départements. Bon. Je vais dire que il y a beaucoup de possibilités. Hein. Il y a 20, il y a 25, etc. Mais je pense que Issa Chiroma, lui, a fait le choix des départements où il savait qu'il avait une grande chance de l'emporter nettement. Dans l'extrême nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le littoral, etc., etc., dans le centre. Il a fait ce choix-là. Et quand il a fait ce choix-là, il a fait ce choix donc, de ces départements-là. Quand vous regardez sa campagne, il a concentré ses efforts de campagne dans ces départements. Il a concentré ses scrutateurs. C'est la guerre, c'est la stratégie de la guerre. Quand vous allez en guerre, vous avez une ligne de front de 120 km. Vous avez l'information que l'ennemi d'en face a concentré ses forces, 80% de ses forces sur 60 km. Mais vous n'allez pas mettre toutes vos forces sur la ligne, surtout les 120 km, la ligne de front. Vous mettez vos forces sur là où il a concentré les 80% de sa force pour être face à face et afin de le bloquer. C'est ce que Issa Chiroma a fait. C'est une stratégie, c'est une technique, c'est la stratégie. Moi, c'est ça qui m'a plu dans la démarche de M. Chiroma. Il faut lui tirer le chapeau bigot. Il a concentré ses efforts sur les 18 départements qui concentrent 80% des électeurs. Et dans chacun de ces départements, il a battu Paul Biya en ayant au moins 70%. Et Paul Biya étant loin derrière avec 30%. Donc à partir du moment où il a battu, les gens de Paul Biya ont essayé de corriger ça avec les PV en commission départementale. Mais comme la surveillance était chaude, ils n'ont pas pu beaucoup frauder. Et ils ont transféré le travail à être achevé au niveau de la commission de recensement de vote et les CAM, ou bien surtout au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que vous avez vu le Conseil constitutionnel a repoussé la diffusion des résultats parce que le temps de frauder, on le voit, il n'y a pas de fraude parfaite. Quand ELECAM publie la liste aujourd'hui, on s'aperçoit que le nombre de votants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans un endroit le nombre de votants de la liste d'ELECAM, 206 000. Abstention 50%, donc il y a à peu près 106 000, disons, qui ont voté, et Paul Biya 230 000 voix. Ça n'a pas de sens. C'est l'incongru. Donc les gens sont en train de croiser, les gens ont des... je suis heureux de voir ça. Il y a des groupes de travail là, sur Telegram, où les gens sont en train de travailler, d'analyser. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Encore que les Camerounais ne veulent même pas aller trop loin. Parce que si commençaient à mettre ça dans le Washington Post, le New York Times, etc., etc., le journal Le Monde en France, ça va discréditer tellement notre pays.
Ça va discréditer notre pays. Donc franchement, c'est n'importe quoi ce qu'on a vu. Donc il y a eu l'apport des statistiques dans la campagne d'Issa Chiroma qui lui a permis d'organiser la stratégie. Je rappelle que les statistiques, c'était un outil d'aide à la décision. En utilisant, je dis bien encore, le logiciel Jump, vous pouvez faire la même chose. Donc vous pouvez concentrer, vous pouvez faire vos statistiques et commencer à voir, par exemple, même pour vous-même, hein, quand vous voulez faire des études de marché, vous voulez manipuler les bases de données, les data, de la finance, vous avez accès à Jump, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez voir beaucoup de choses. Donc, c'est ce que le candidat Chiroma a fait. En utilisant Jump pour pouvoir bâtir sa stratégie de campagne sur les statistiques. Mais il y a aussi le digital qui a permis la collecte et la transmission ultra rapide des informations. Je rappelle que sur les 80% que Issa Chiroma a publié, je mets au défi le RDPC de publier l'inverse ou de l'écrire comme l'inverse. Il y a le tableau, la photocopie du décompte au tableau, il y a la vidéo du décompte et il y a le PV et les vidéos des gens qui étaient en train de signer les PV. Pour le coup, là, cette élection-ci, les gens qui font des statistiques ont collectionné énormément de vidéos, de photos, de chiffres, de tout ce que vous voulez, que le gouvernement camerounais, quoi qu'ils disent, je veux dire que c'est fait, c'est là, c'est là. Et ça démontre à suffisance le hold-up électoral. Ça veut dire que c'était l'élection, sans doute l'élection de trop pour Paul Biya. Et ça va permettre d'écrire l'histoire sur ceux qui sortent les armes et les gros yeux pour effrayer les gens. C'est maintenant, mais dans 10 ans, quand vous ne serez pas là, l'histoire s'écrira et les gens vont vous rendre compte. Et les gens ne retiendront de vous que ce que les gens vont écrire sur les élections de 2025. Et on va écrire ça avec vos noms propres. Donc il faudra que vos enfants endossent l'héritage de leurs parents. Voilà. Donc le digital et les statistiques ont été d'une importance capitale dans ces élections-là. C'est ça qui a permis de confectionner, d'abord de confectionner la stratégie de campagne, qui n'a pas été une stratégie ping-pong, où en 2018 on voit un candidat qui luttait pour dire qu'il va aller à Bibé et faire un meeting, on ne sait pas trop pourquoi. Et par contre, il n'a pas fait un meeting chez lui à Baham, je ne sais pas trop pourquoi. Donc l'élection, là, ça n'a pas été le cas. La stratégie de campagne a été bâtie en fonction des statistiques. Il y a eu le rôle du digital là-dedans, qui a été très important pour la transmission des données, la circulation des informations. Il y avait les plateformes, etc. Ça a permis de compiler beaucoup de statistiques, beaucoup de data, comme on dit, donc qui peuvent être analysées à la... Maintenant, l'évidence est là. Issa Chiroma l'a publié, mieux que le Conseil constitutionnel. Je veux dire, on reviendra là-dessus. Il y aura des analyses comparées entre les résultats de Chiroma et les résultats du Conseil constitutionnel. On va vous montrer la supercherie. Donc, il y a la défaite de Paul Biya. Paul Biya a été battu. J'étais dans la plateforme de Camto en 2018. Paul Biya a été battu. En 2000, donc, a été battu. Ils ont fabriqué les 32 PV que vous connaissez. Monsieur Essousset, il a pris la parole. Là, il aurait dû se taire pour dire que oui, voilà les vrais résultats. Et Alain Foguet lui a demandé de lui montrer donc la compilation des PV. Et il lui a dit, regardez, les 32 PV ne sont pas signés, alors que nous avions les gens dans toutes les commissions départementales qui auraient dû signer ces PV. Il n'y a pas la signature, donc c'est un truc que vous avez fabriqué la nuit. Donc, il a été battu en 2018. Il a été battu encore en 2025, Paul Biya. Il a perdu dans les casernes militaires. Il a perdu chez lui, à Sambelima, dans le Ndja Lobo. Il a perdu dans son village, à Meome Sala. Il a perdu en zone anglophone, partout là en zone anglophone. Donc, ils ont fabriqué des choses fictives pour amener à Yaoundé. Donc, ça débouche sur quoi? Ça débouche encore une énième fois sur un hold-up électoral. Le hold-up électoral, ça veut dire que, à partir du moment que Paul Biya se rend compte qu'il a perdu dans les arrondissements, il n'a pas pu falsifier les choses dans les commissions départementales. Il arrive à la commission centrale et il donne l'argent. Donc, on a retrouvé le FNSC seul contre tous, contre le RDPC, contre Univers, contre UDC, contre SDF, contre UNDP, etc., 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 etc. Ça montre l'ampleur de la corruption politique. Et je salue ici le peuple camerounais qui a voté utile, comme on dit. Les Camerounais ont voté utile. Ça veut dire
Les Camerounais ont dit, bon, on n'est pas là. L'affaire de coalition, là, qu'on nous vendait tout le temps. Oh non, c'est parce que l'opposition n'arrive pas à faire la coalition. Le tout, si ça n'a pas marché. Le SDF a dit, non, j'ai ma coalition. Hein. J'ai fait une émission là sur Média 2 avec le représentant de SDF, Alexis, qui a intervenu depuis l'Allemagne, qui a dit, non, nous avons notre propre coalition. Bon, on voit ce que ça a donné. Le SDF a eu moins de 1%. Donc, les Camerounais ont voté utile et ils ne se sont pas encombrés parce qu'ils savent aujourd'hui qui est Oshi. C'est un homme d'affaires qui fait la politique et qui utilise la politique pour faire prospérer ses affaires. Bello Boubassar n'a jamais été un opposant. C'est un odulatiste pur et dur. Il n'a jamais porté les gants ou l'étoffe d'un opposant. Donc, ce n'est pas quelqu'un ça. Donc, il y a eu le hold-up électoral. Le hold-up électoral, ça veut dire que la personne qui n'a pas gagné, mais parce qu'il détient les manettes du pouvoir, utilise l'influence qu'il a sur les gens qu'il a nommés à Elekam, qu'il a nommés au Conseil constitutionnel, qu'il a nommé à l'administration territoriale, pour fabriquer des résultats qui confortent sa position, voilà, qui le font gagner les élections. Et quand bien les gens veulent sortir pour marcher pacifiquement, pour exprimer leur désapprobation, on a envoyé les chars d'assaut. Je rappelle que pendant la guerre, on n'utilise pas les chars d'assaut sur des hommes, mais sur des cibles militaires. Voilà. On n'utilise pas les chars d'assaut sur les hommes. Le char d'assaut en période de guerre ne tire pas sur les hommes. Il tire sur les cibles militaires. Mais on a envoyé des chars d'assaut tirés à balles réelles sur des populations sans armes. On a pris des miliciens qu'on prend, on forme à Djoum et on intègre dans l'armée qui ne parle qu'une seule langue, Betty Boulou, tirés sur les personnes dans les quartiers à Douala. Voilà. C'est important de le dire. Hein, c'est important de le dire. Donc il y a eu un hold-up électoral. Voilà. Paul Biya il est passé en force avec l'appui du Conseil constitutionnel. Vous avez vu Clément Atangana, qui s'est réjoui lui-même, hein, en tant que militant du parti au pouvoir, d'avoir remis un mandat à Paul Biya. Et Paul Biya n'est même pas sorti pour remercier les Camerounais en disant, voilà, je vous remercie d'avoir voté pour moi, je vous remercie de... Il n'est pas sorti. Il n'a pas fait une apparition publique, il n'a pas fait lien communiqué, rien. Vous n'avez pas vu les militants de son parti sortis dans la rue. Ça veut dire que c'était un hold-up électoral. Hein, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le responsable de l'Humanité, journal L'Humanité, enfin le chroniqueur du journal L'Humanité, directeur de publication. Il dit, bah, c'est quand même une élection bizarre, où quelqu'un a gagné les élections avec un score comme ça, et personne n'est sorti dans la rue pour célébrer, tout le monde est resté à la maison, les gens sont sortis plutôt pour manifester leur désapprobation, parce que la population est sortie nombreuse pour voter. Donc, il a envoyé l'armée tirer sur les gens qui ont voté. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui ont voté pour lui, les gens dont il dit les Camerounais là, ceux qu'il a appelés à sortir pour aller voter, qui ont voté, ils sont sortis pour dire, voilà, nous marchons les mains nues, pour dire que vraiment nous désapprouvons. On a envoyé l'armée tirer sur eux, les tuer. Vous avez vu des gens qui ont, c'est les mêmes scènes que moi j'avais vu en 2008 en Dokoti. Le billet avait tiré sur les gens, moi j'ai vu les Jacques Tiwa tomber en Dokoti. Alors qu'ils marchaient seulement, ils passaient. C'est terrible. C'est terrible. Je pense que l'histoire sera très sévère avec Paul Biya et avec ceux qui ont dirigé. Moi, ce que j'ai à dire à beaucoup de gens qui sont dans les forces de sécurité, moi j'ai des amis qui sont dans les forces spéciales, dans la police, tout ça. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que, vous savez, dans la vie, hein, il vaut mieux savoir qui est son ennemi. C'est mieux comme ça. Mais quand vous ne savez pas qui est votre ennemi, c'est là que c'est plus dangereux. Parce que vous faites tellement de mal aux gens. Et je peux vous garantir que parmi vous-même, les hommes de sécurité, les gens remontent les informations sur vous. Tous les gens qui ont tiré là, on connaît à l'heure qu'il est leur identité, leur nom, la photo de leurs enfants, la photo de leurs parents, tout, leur face, tout ça, les gens connaissent. Ça veut dire que les gens peuvent vous garder rancune et se venger sur vous même dans 10, même dans 20 ans. Ou quand le régime bien n'est pas là, les gens peuvent créer des associations, engager des avocats et vous poursuivre partout. Je prends un exemple.
Il y a une réunion l'autre jour où on a identifié tous les responsables du BI qui se sont réfugiés aux États-Unis, qui ont demandé l'asile. Et les gens entendent écrire au département d'État pour qu'ils soient déchus de cet asile-là et expulsés des États-Unis. Ouais. Faute à eux, par exemple, de prouver. Donc, vous pouvez imaginer, il y a des réunions, même aussi il y en a qui sont dans les corps en tenue et qui ont leurs enfants ici. Et qui sont éligibles pour appliquer pour la nationalité. Et vous avez les gens qui entendent saisir le département d'État pour que ce soit bloqué. Pour que les cartes de résidents, les green cards qu'on leur a données soient retirées. Je veux dire que ça va laisser des traces, cette élection-là, et ça va toucher beaucoup de monde. Ça va toucher beaucoup de monde. Parce que les gens se sont très mal comportés. D'où vient-il que pour une affaire d'élection, là où les gens sont sortis, vous imaginez, moi j'ai écrit au président français Emmanuel Macron, je lui ai dit, monsieur le président français Emmanuel Macron, dans votre pays, la France, les gilets jaunes sont sortis pour manifester. Ils étaient très nombreux, les gilets jaunes, pour manifester en France. Mais combien de personnes l'armée française a tiré à bout portant? Nous-mêmes, là, on a marché en France. La manifestation était encadrée par la police. Il y avait des débordements, parce que c'était à l'époque de Baladu avec le SMIC jeune. Hein, on disait Baladu, SMIC ta mère, Baladu, SMIC ta mère, Baladu, SMIC ta mère. Donc, on est sorti, on sortait, on a marché. Hein, et puis, c'était à l'époque aussi quand Villepin avait voulu reprendre son Villepin, ton CPE, je vais te le dire, où tu te le mets. Villepin, ton CPE, il faut te le mettre dans le... Bon, je prononce pas le dernier mot. Mais les gens marchaient, c'était les étudiants, ils marchaient. C'était encadré. Et même dans des endroits, il y avait des débordements. Parce qu'il y avait des casseurs qui étaient introduits dans la marche. Mais là encore, vous avez les CRS, les CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, qui ramenaient de l'ordre. Donc vous avez les CRS qui ramenaient de l'ordre sur le territoire, dans la manifestation. Donc ils essayaient d'isoler ces gens. Alors c'est quoi les forces de maintien de l'ordre? Force de maintien de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie. La police et la gendarmerie doivent faire face au maintien de l'ordre. Ils n'ont pas besoin d'arrêter les gens. Ils ont juste besoin d'encadrer une marche. Alors avant que les gens commandent, le gouverneur interdit, le commandant de brigade menace les gens, le commandant de compagnie, le collégion menace les gens. On a vu un collégion, un guignol à l'ouest sorti, mais surtout les gendarmes qui sont dans la région de l'ouest là. Ceux qu'on a envoyés dans la région de l'ouest. Je crois qu'on on leur a dit que quand vous arrivez là-bas, traitez les gens comme s'ils étaient des colons et ils étaient des chiffons. Je vous garantis que ça va changer. Ne vous gênez même pas. Ça va changer. Ça va changer. Chaque peuple a le droit au respect, à la dignité. La vie humaine est sacrée. Nul n'a le droit d'ôter la vie humaine. Je suis aux États-Unis. Nous étions allés faire le lobbying à Washington pour exiger la négociation, le règlement pacifique de la crise en Europe. Le gouvernement camerounais est venu se plaindre en disant qu'il avait un problème avec les ambazoniens qui fermaient les écoles, qui tuaient les gens. Il y avait des attaques des hôpitaux, des écoles, les gens étaient tués, etc. Ok. Le gouvernement américain a pris les mesures en disant, etc. etc. Mais là, Paul Biya vient de perdre une bataille avec le sang des personnes que ces miliciens ont versé. Aller dans les villes, arrêter les enfants à Bouddha, arrêter les enfants un peu partout. Ils n'arrêtent pas les gens qui manifestent, hein, pas du tout. Je prends un exemple. Le guignol là qui se dit comme collégion. Moi je suis réserviste collégion. Si tu es un vrai soldat, tu prends une arme, je prends une arme, on se place comme dans les films western. Et on finit là. Mais je sais que tu ne pourras pas, tu ne peux même pas tirer une arme.
Ils viennent dans une ville comme Tchang. Les gens ont manifesté toute la journée. Ils laissent les gens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas. Maintenant, ils arrivent le soir, quand les enfants sont en train de se débrouiller sur la moto, les enfants se débrouillent à la gare routière, les enfants se débrouillent un peu en vendant le seuil en bordure de route. Ce sont les gens-là qui raflent maintenant. Ils partent mettre dans les cellules à Bafoussam, ils les torturent et ils demandent que les parents paient 500 000 pour les libérer. Donc, s'ils ont ramassé 200 personnes, vous imaginez 500 000 par 200 personnes, etc. Supposons même à 300 000, si taxe à 500 000, les gens payent 300 000. Imaginez 200, voilà 60 millions qui ont dans leur poche. C'est quel pays ça? Vraiment, Paul Biya, qu'est-ce que nous on t'a fait pour que tu nous fasses ce que tu nous fais là? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est quel pays ça? Tirer avec des chars d'assaut sur la population. Utiliser le canon du char d'assaut. Le char ne tire pas sur les cibles humaines en temps de guerre. C'est le droit militaire. Si vous êtes dans un tanker, vous êtes avec la mitrailleuse, vous ne tirez pas sur une cible humaine. Vous tirez sur une cible militaire. Même pendant la guerre, les prisonniers ont des droits. Même pendant la guerre, les autres guerriers en face ont des droits. On détruit la guerre, on détruit le matériel de l'autre. Et on fait de lui un prisonnier. Et on fait de lui un prisonnier, il a droit à l'assistance à la Croix-Rouge, etc., etc. Mais comment peut-on prendre les armes de guerre pour tuer des innocents qui n'ont pas d'armes? Je pense que Paul Biya a franchi un cap dans la violence au Cameroun. Et que le pays va aller dans la violence. On risque d'aller dans la violence jusqu'à ce que celui qui n'a plus les moyens d'exercer la violence dépose les armes. C'est ce qui risque d'arriver au Cameroun. Et la personne qui a ouvert la porte, c'est Paul Biya, avec l'appui de la France. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai écrit à Emmanuel Macron, je lui ai dit que, monsieur le président, c'est vous qui êtes responsable. Rappelez-vous ce que nous aviez dit. Oh non, laissez, on va régler la crise anglophone. Laissez, on s'occupe de lui. Non, on va parler à Paul Biya, c'est tout. Non, on va. Mais il a recommencé les mêmes choses. Envoyer son armée tuer les gens. Quand demain les gens vont s'armer et commencer à tuer les militaires, il va, oh non, vraiment, je suis pour le dialogue, mais vous voyez, en face, il y a la violence. Moi, je suis un homme de paix. Mais quel est l'homme de paix qui envoie l'armée avec les chars d'assaut tirer sur les civils? Paul Biya doit adosser les conséquences de ses actes. Et je rappelle ici dans ce direct qu'il y a eu la saisine de la Cour pénale internationale. La saisine de la Cour pénale internationale. Et que certains groupes dans la diaspora l'attendent de pied ferme à l'extérieur du pays. C'est lui qui a créé la situation. Quand vous êtes policier, l'arme de service, même si vous devez faire usage de votre arme de service, vous pouvez tirer au pied pour neutraliser la personne. Mais vous ne tirez pas sur le cou, sur le thorax, sur la tête pour le tuer. Quand vous êtes militaire, vous faites l'usage de votre arme, c'est pour une cible militaire. Ce n'est pas pour tirer sur des civils qui marchent. Quand vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas là pour interdire toutes les marches, toutes les manifestations, etc., etc. Ici aux États-Unis, il y a 2 semaines, 20 millions d'Américains sont sortis pour manifester contre le président Trump. On a tiré sur personne. On a blessé personne. On a arrêté personne. Je vous garantis même qu'il y a des endroits où la police met des points d'eau avec des citernes, des points d'eau tap water, comme ça là. Vous pouvez boire, vous pouvez boire. La police dans les villes est placée sous l'autorité du maire. Et bien le maire a acheté des palets d'eau, etc., qui déposaient dans des endroits. Et les gens qui venaient pour marcher pouvaient prendre une palette d'eau pour se rafraîchir. On n'a rien compris. La violence, la répression post-électorale, le sang a coulé, la torture. Dans notre pays, comme ça va être le cas au Sénégal, ce sont des faits qui sont imprescriptibles.
il faudra un jour qu'il y ait un procès public. Parce qu'on a déjà les noms de tous les gens qui ont fait ça. Tous les gens qui ont tiré là, on a déjà leur nom, on a leur identité, tout. Leur matricule de fonctionnaire, tout. Ça va très vite. Ça veut dire que dans leur propre rang même, les gens en donnent les informations. On a déjà tous les noms. On a déjà tous les noms. Le tout, si la diaspora va monter d'un cran, ça veut dire qu'il y aura des procès intentés contre l'administration Biya, contre des personnalités à l'étranger. Et on est en train de rechercher tous les gens là qui donnent des ordres à Yaoundé, qui ont des familles ici, des green cards, etc., etc. Il y aura des procédures qui seront mises en place pour que, voilà, eux-mêmes soient interpellés quand ils arrivent dans les aéroports. Parce que l'administration américaine a été claire maintenant. C'est une executive order qu'a signé le président Trump, qui dit que si tu t'es rendu coupable de meurtre à l'étranger ou de violence, de blesser les gens, de torture sur les gens, si tu es entré aux États-Unis, si tu n'as pas déclaré, parce que quand vous allez ou pour une green card ou pour la nationalité américaine ici, l'officier qui vous pose des questions, comme on dit screening, vous demande toujours de lever la main et de jurer que vous n'avez jamais pratiqué la torture avant que vous demandiez à devenir américain ou d'avoir la green card. Vous levez la main. Bon. Ça veut dire que si on arrive à démontrer que vous avez pratiqué la torture, donc c'est un parjure, vous avez menti sous serment, et si on vous avait donné la nationalité américaine, on la retire. Donc là aussi, il y a un gros travail qui est en train d'être fait ici, là, et je vous garantis que vous allez entendre les choses. Parce que la vie humaine est sacrée. Les armes payées par l'argent du contribuable, ça sert à protéger le contribuable. Ça ne sert pas à tuer pour tirer le contribuable. Vous ne pouvez pas convoquer une élection. Des choses qu'on a vues. Vous avez vu dans quel pays au monde le président sortant envoie l'armée se poster sur le toit des voisins du candidat, de son adversaire, qui réclame la victoire, et tirer. Donc ça veut dire que François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient candidats en France. Ou bien Emmanuel Macron et François Fillon étaient candidats en France. Ils vont au deuxième tour. Emmanuel Macron envoie les militaires français de la Légion étrangère se poster sur le toit de la maison du voisin de François Fillon et tirer sur les gens qui sont dans la cour de François Fillon. Vous avez déjà vu ça? Et demain, là, Macron va dire demain qu'on non, vous voyez, le sentiment anti-français. Mais c'est parce que voilà ce qui pousse le sentiment anti-français. Voilà ce qui pousse le sentiment anti-français. Les gens en ont marre. Les armes qui sont utilisées sont les armes françaises. Les gens qui entraînent ces gens, ce sont des Français. Et quand ils utilisent ça, la France a une ambassade à Yaoundé et au Quai d'Orsay qui ne disent rien. C'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Je voudrais finir mon exposé en parlant de la déchéance de ce qu'on appelle les anciens partis d'opposition qui se disaient d'opposition, l'UNDP, le SDF, l'UDC, Univers, etc., PCRN. On constate que ce sont des caisses de résonance du RDPC qui permettent au RDPC d'isoler, le cas échéant, le candidat qui réclame la victoire contre eux. Donc, ça a été, le tout aussi, ça a été vraiment très grave. Je ne peux pas mettre les audios de ce qui s'est dit à la commission de recensement des votes, mais vous aurez vraiment honte. C'est-à-dire, ça pue la merde. Le SDF, ce n'est plus un parti politique. Ce n'est même pas un parti d'opposition. Hein. Ce n'est même plus un parti politique, le SDF. C'est fini comme ça, complètement là. Je crois qu'ils doivent eux-mêmes dissoudre cette histoire-là. Et il faut qu'on s'arrange de manière à ce qu'il n'y ait même pas un conseiller municipal, je ne parle pas de député, conseiller municipal lors des prochaines élections. Idem pour l'UDC, idem pour l'UNDP, PCRN, machin, toute cette histoire-là. N'importe quoi. C'est une affaire qui est créée pour que quand il y a les élections, vous prenez votre argent et vous allez dans le sens du gouvernement. Voilà tout ce qu'il y a, ce que je peux dire là-dessus, pour l'instant. Voilà. Bonjour Mayoyo. Mayoyo dit, tu comprends un pays des gens civilisés comme la France a des sauvages issus des enclos de la forêt équatoriale. Vraiment. Ils vont faire quoi de concret avec cet argent? Rien. Si oui, boire, manger et chercher les prostituées. La malédiction du bien mal acquis. Exact. Joshua Oshie est un grand abonné des circuits. Et il y a une chose. La diaspora s'est réunie ici là. La plupart de ces gens, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils vont chercher les prostituées.
Les gens vont vous mettre les set-up avec le FBI ici, là. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, la prostitution est interdite. Si tu entres dans la femme, le FBI piège les gens ici comme ça, là. Tu entres avec une femme, elle te dit, donne-moi l'argent. Dès que tu lui donnes l'argent, déshabille-toi, elle sort sa carte, là, et on te passe les menottes. Beaucoup de dirigeants camerounais vont tomber ici, là, dans cette affaire. De set-up. Vous allez voir. Franchement, c'est une honte. Voilà, je dis un bonjour à Judith Moana. Voilà, Judith Moana, c'est une Camerounaise qui travaille à la Banque mondiale, mais qui est également très activiste, qui manifeste en ce moment devant l'ambassade du Cameroun à Washington pour protester contre les tueries de masse de l'armée camerounaise. La Cour pénale internationale, les procédures sont en cours pour qu'elle soit saisie. Je pense qu'avant la fin du mois de novembre, la Cour pénale internationale devrait se prononcer et décerner les premiers mandats. Voilà, les premiers mandats contre les gens qui sont rendus coupables de tueries au Cameroun. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un autre citoyen. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Nul n'a le droit de torturer un autre. Pourquoi alors il y a les officiers de police judiciaire? Pourquoi est-ce qu'il y a Si vous êtes un officier de police judiciaire, vous ouvrez une enquête. Pourquoi est-ce qu'il y a la justice, les procureurs de la République, etc. Quand les gens tuent les autres, arrêtent les gens. Vous venez, vous ramassez tous les enfants qui sont à la gare routière de Tchang à 22h. Le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Vous les amenez à Bafoussam, vous déclarez vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce droit. Vous devez les entendre, ce procès verbal, et les déférer chez le procureur de la République. Mais vous déclarez vous-même que, voilà, ils ont cassé, vous n'avez aucun élément matériel pour le démontrer. Être à la gare routière de Tchang à 21h, ou être en train de faire la moto dans la ville de Tchang à 21h, ne fait pas de vous un casseur. Franchement, le Cameroun est en train de s'enfoncer. Le Cameroun est en train de s'enfoncer. Ma présentation s'arrête ici, là. Hein, vous pouvez la revoir sur notre chaîne YouTube, en direct. Je remercie tous ceux qui l'ont regardé. Je vous prie à tous et à tous de passer une bonne et surtout une agréable semaine. Prenez soin de vous. Bye.